Cette année, les géopolitiques de Brest se sont penchés sur le soft power. Découvrons le travail de Maud Kessar, maître de conférences en civilisation nord-américaine. Sa conférence « Rebranding Soft Power, les stratégies du Smart Power de l'administration Obama ». Merci beaucoup d'abord aux organisateurs des géopolitiques de m'avoir convié à cette belle rencontre. Alors moi, je vais revenir sur la tentative de redéfinition des outils de la puissance et je vais revenir sur cette puissance hybride dont Bertrand Badi a parlé en rappelant quels pouvaient être les échecs donc, de cette puissance hybride qui est le Smart Power, en revenant sur une période qui est une période contemporaine que vous connaissez tous, qui va donc de 2008 à 2017 ou de 2009 à 2016 et qui est donc celle de l'administration Obama et de ces deux pans, de ces deux visages qui sont celui du soft power et celui du hard power, à l'image même du président Obama. Ce président qui n'a pas réussi à être le président iconique du soft power, comme on a cru tout d'abord, en lui donnant a priori, je vous le rappelle, un prix Nobel de la paix, donc dès 2009. Alors, comme vous le savez aussi, Obama arrive au pouvoir dans un contexte où les États-Unis sont confrontés à des défis de tous ordres. La menace djihadiste qui est protéiforme, la concurrence donc des puissances réémergentes comme la Russie ou désormais émergées comme la Chine, et dans un contexte de nouvelle donne des relations internationales et de remise en cause de l'ordre mondial du XXe siècle. Donc les États-Unis de l'administration Obama doivent faire face à une question assez récurrente qui est le spectre du déclin. Et pour tenter de redonner du sens à la puissance américaine, ils essaient de donner la priorité à ce qu'on appelle le nation branding, c'est-à-dire le fait de vendre la marque États-Unis en développant de nouvelles stratégies d'attraction. Effectivement, dès son premier discours de politique générale, le président Obama avait en effet présenté le soft power contemporain comme un élément vital de la puissance. Il faisait référence, bien évidemment, au pouvoir d'attraction, ici, plus que d'influence, tel que le définit Joe Nye, non pas dans ses travaux des années 90, mais dans ses travaux du début des années 2000, et puis dans ses travaux des années 2006, puisqu'il travaille avec un autre politologue et chercheur, Richard Armitage, pour le CSIS, et ils mettent en œuvre ensemble ce concept de smart power sur lequel je vais revenir. Donc le soft power paraît dans un premier temps emblématique des attentes et des promesses de renouveau, de new beginning. C'était le titre du discours du Caire, donc d'Obama en 2009. Donc cette promesse de renouveau qui est mise en avant par Obama comme un facteur de maintien du leadership et d'après Obama et ses conseillers, le maintien du leadership serait préservé grâce à une alliance intelligente ou savante, selon la traduction que l'on emploie, smart, entre les outils de l'attraction, de la séduction, voire de l'influence, diplomatique ou culturelle, et les outils militaires ou économiques du hard power. Donc pour trouver des réponses à cette alternative un petit peu systématique qui a été celle du tout militaire des années Bush, à une trop grande militarisation de la politique étrangère, et pour répondre donc aux prédicateurs du déclin, les experts américains, universitaires, politologues, conseillers spéciaux, donc j'ai cité Joe Nye, Richard Armitage ou plus proche d'Hillary Clinton, Anne-Marie Slaughter, ont nourri de leurs réflexions la diplomatie publique de l'ère Obama, cet outil privilégié donc du soft power gouvernemental. La large gamme d'outils du soft power devait en effet être développée pour envisager une résolution des conflits à long terme, c'est-à-dire au-delà des réflexes pragmatiques jugés parfois pavloviens du problem solving. Donc, effectivement, cela arrive, ou ces réflexions arrivent, alors que les États-Unis sont aux prises avec le bourbier syrien, la longue guerre contre le terrorisme, et à mesure que les décideurs américains, démocrates ou républicains, se montrent de plus en plus perplexes quant aux manifestations de la puissance et à la nature de l'interventionnisme ou de l'engagement en politique étrangère. Alors, pour tenter de comprendre l'enjeu de ces réflexions,
je tenterai dans cette présentation d'appréhender les stratégies d'un soft power gouvernemental en insistant sur les stratégies de la diplomatie publique telle qu'elle est donc pratiquée par Hillary Clinton puis par John Kerry. Une diplomatie publique qui tente de s'adapter aux relations asymétriques transgouvernementales qui régissent désormais le chaos diplomatique et stratégique des relations internationales. Entre engagement et retrait, entre réussite et limite ou échec, comme le fait apparaître donc le plan que je vais suivre, l'ère Obama cristallise à la fois les innovations les plus marquantes en termes de communication stratégique, mais également les limites patentes des soft tools, les outils diplomatiques, sur les théâtres d'opération les plus brûlants. Donc je rejoindrai sur le fond, bien évidemment, ce qu'a pu dire Bertrand Badi, mais je vais essayer d'apporter un éclairage plus peut-être pragmatique ou concret sur les tentatives d'engagement donc de l'administration Obama. Donc pour Obama et je dirais Obama-Clinton, pour ce tandem donc qui prend les commandes à partir de 2009, il s'agit de s'adapter aux défis du XXIe siècle et à l'ère multipolaire, voire zéropolaire, en privilégiant les relations transgouvernementales. Telle est l'intention affichée de la secrétaire d'État Hillary Clinton lorsqu'elle dévoile en 2009 le premier plan quadriennal pour la diplomatie et le développement, ce qu'on appelle le QDDR, les 2D, diplomatie et développement, devant être les buts affichés du département d'État. Et comme elle l'affirme à nouveau en 2010 dans la revue Foreign Affairs, le département d'État souhaite renforcer le leadership grâce au pouvoir de la société civile, ce qu'elle appelle le leading through civilian power. C'est également en ce sens qu'est créé dès 2009 le programme baptisé Civil Society 2.0. Alors même si on est passé au 3.0 ou au 4.0, à ce moment-là on parle encore de 2.0. Un programme donc, qui est destiné à inciter et former les ONG et les acteurs de la société civile à l'utilisation des nouvelles technologies. En voulant imposer sa marque à la diplomatie publique du XXIe siècle, Hillary Clinton va développer un certain nombre de ses initiatives dites de coopération intelligente et se concentrer sur 3 types de secteurs fondamentaux qui sont, selon elle et ses conseillères, propices à l'engagement. Alors, premièrement, les stratégies publiques-privées qui visent à développer ce qu'elle appelle, avec Anne-Marie Slaughter, l'État-réseau, Network State, ce qui permettrait de s'assurer une forte visibilité sur le terrain et à restaurer le leadership économique via des partenariats avec les ONG, la société civile et les acteurs de la corporate diplomacy, diplomatie entrepreneuriale. Ce tournant ou ces amorces donc de rapprochement avec la société civile et en particulier avec les grandes entreprises avaient été amorcés dès Condi Rice avec ce qu'on a appelé donc sous l'administration Bush la diplomatie transformationnelle. Deuxième objectif, les droits des femmes que Hillary Clinton plus précisément met en avant et pour lesquels elle met en œuvre un certain nombre de programmes, j'en dirai quelques mots. Enfin, la diplomatie digitale, et c'est sans doute cette dernière qui est ce qui vaut à la diplomatie publique d'Hillary Clinton le qualificatif d'avant-garde. Alors, s'il est en effet une révolution à l'œuvre qui assure la visibilité de la diplomatie publique d'Hillary Clinton, cela est sans conteste la révolution numérique qui bouleverse les modes de communication et les équations de la diplomatie publique et de la relation donc entre le gouvernement américain, ses représentants et les acteurs internationaux, qu'ils soient étatiques ou individuels. Dans ce but, il s'agit de réorganiser une nouvelle fois le département d'État en faisant une place de choix aux professionnels des réseaux sociaux et en l'occurrence à Alec Ross et Jared Cohen qui vont être les figures de proue donc, de cette modernisation partielle du département d'État. Jared Cohen en particulier, qui travaille pour Google Ideas, était aussi un conseiller de l'administration Bush et il avait servi aux côtés de James Glassman, qui était chargé de la diplomatie publique de l'administration Bush. Donc quand on parle d'avènement du smart power, de nouveaux outils, toute cette amorce et cette tentative de modernisation a commencé en réalité sous George W. Bush à partir du second mandat. J'y reviendrai par la suite. Donc il s'agit pour la diplomatie publique 2.0 de promouvoir la démocratie en encourageant la liberté d'Internet, devenue l'espace public du XXIe siècle, je cite, ce qu'Hillary Clinton met en avant dans un discours retentissant de janvier 2010 sur la liberté d'accès à Internet. En d'autres mots, Hillary Clinton avait pour but de faire tomber des murs, ceux des firewalls, ceux de l'Internet, celui du
mur chinois, elle n'avait pas pour but donc d'en dresser. Le rôle de la politique américaine est alors d'assurer, en particulier dans des pays comme l'Iran ou la Chine, mais aussi Cuba, la Birmanie, la Syrie ou encore le Vietnam, l'accès à l'ensemble des ressources Internet et aux réseaux sociaux. L'utilisation des ressources numériques reflèterait, selon Hillary Clinton, je cite, « la puissance des technologies de connexion en tant qu'accélérateur du changement politique, social et économique ». Alors ainsi, exemple, Mike McFaul, l'ambassadeur des États-Unis en Russie, est particulièrement mis en avant. Avec plus de 70 000 abonnés sur Twitter, il est présenté comme un diplomate d'avant-garde. Même si l'on ne mesure pas l'efficacité de la diplomatie publique au nombre d'abonnés ou de fans que les diplomates enregistrent sur les réseaux sociaux, les initiatives de l'ambassadeur McFaul ont une résonance toute particulière dans le contexte russe. Je rappelle qu'elles représentent, à l'époque où Mike McFaul est en poste, une manière de rester en contact direct avec la population locale et les partenaires des États-Unis, alors que Vladimir Poutine restreint la liberté d'expression et demande la fermeture de USAID, donc la plus célèbre agence de développement international, donc américaine, United States Agency for International Development. Donc celle-ci est fermée en Russie en septembre 2012. Donc toute la réussite de ce programme qui est mis en œuvre par le département d'État repose sur les partenariats mis en œuvre avec les acteurs privés de la diplomatie publique américaine. En l'occurrence, ce sont les principaux acteurs du Web 2.0, ceux du GAFA, que vous connaissez bien, que vous utilisez tous les jours, Google, Apple, Facebook, Amazon ou Twitter. Seconde caractéristique d'une diplomatie publique propre à l'ère Obama et au tandem Obama-Clinton, la création de partenariats visibles avec le secteur privé et également avec des acteurs de la société civile qui partagent le point de vue des États-Unis et qui sont ainsi susceptibles de servir leurs intérêts, notamment leurs intérêts économiques. Ces partenariats permettent ainsi de renforcer le soft power américain à moindre coût. Dans un contexte de réduction budgétaire toujours accrue. Et c'est en ce sens qu'Alec Ross et Jared Cohen en particulier ont multiplié aux côtés d'Hillary Clinton ce qu'on appelle les TechDel, les Technology Delegations, délégations de professionnels des nouvelles technologies qui regroupent aux côtés donc de la ministre des Affaires étrangères des PDG, des ingénieurs que l'on envoie en Irak, en Russie, au Congo ou encore à Haïti. Il s'agit là de trouver des nouveaux marchés pour les entreprises participantes et des solutions ou des soutiens technologiques à des problèmes que la diplomatie traditionnelle peine à résoudre, comme le trafic d'êtres humains, les crimes liés au trafic de drogue par exemple. Ces délégations, devenues incontournables pour servir les ambitions de l'État du XXIe siècle, donc l'ambition d'Hillary Clinton, ou de ce qu'elle appelle encore l'economic statecraft, illustrent particulièrement bien la combinaison dite intelligente entre les acteurs de la Silicon Valley et le département d'État. Parmi les programmes au cœur de ces smart stratégies et des plus grands succès de la diplomatie publique d'Hillary Clinton, en tout cas tels qu'ils sont perçus par les Américains eux-mêmes ou par le fameux CSIS que je citais tout à l'heure dans son rapport de janvier 2017, sans doute un exemple donc, qui paraît assez probant, le Global Partnership Initiative, ou GPI, qui est un programme qui inclut plus de 800 partenaires dans le monde, dont la Chine et l'Inde, et qui favorise le développement de partenariats publics-privés pour faire face aux multiples défis de la mondialisation. Il permet de mettre en relation des acteurs gouvernementaux, des grandes ou des moyennes entreprises avec des acteurs de la société civile. Ces partenariats peuvent permettre d'encourager l'innovation et l'investissement sur les marchés émergents ou encore tenter d'apporter des solutions à des problèmes environnementaux dans les pays en développement. C'est le cas, par exemple, du Global Alliance for Clean Cook Stoves, qui est représenté derrière moi sur le diaporama, et qui réunit près de 400 partenaires, dont la banque Morgan Stanley et l'ONG Habitat for Humanity, pour lutter contre les morts accidentelles et la pollution liée à une mauvaise utilisation du gaz. Ça permet aussi de faire du nation branding à moindre coût en utilisant ce qu'on appelle la celebrity diplomacy, puisque derrière moi, vous pouvez voir donc Julia Roberts aux côtés d'Hillary Clinton, qui était marraine de cette initiative. Par effet de contagion, ces stratégies s'inscrivent dans les velléités plus officielles de préservation de l'image de marque de l'Amérique, autrement dit donc le nation branding que j'évoquais à l'instant. Enfin, lors de son passage à la tête du département d'État, Hillary Clinton s'engage, et je parle plus d'elle que du tandem Obama-Clinton ici, en faveur des droits des femmes qui font désormais partie intégrante de son arsenal diplomatique.
Elle nomme dès mars 2009 une militante de longue date qui est Mélane Verver, fondatrice de l'ONG Vital Voices Partnership, pour la promotion des femmes dirigeantes dans les pays en développement. Elle devient la première ambassadrice de la question des femmes dans le monde. United States Ambassador at Large for Global Women's Issues. C'est une proche du clan Clinton de toujours. Et donc, cette prise de poste de cette fidèle du clan Clinton a été un signe fort de la volonté de lutte contre les inégalités hommes-femmes, appelées autrement gender gap, à l'échelle mondiale. Cette nomination a également été présentée par Hillary Clinton comme une illustration des stratégies du Smart Power et du Network State qu'elle appelait de ses vœux, des relations entre les organes officiels de la diplomatie américaine et des acteurs du secteur privé susceptibles de proposer des stratégies complémentaires. À l'heure de l'état du XXIe siècle, ces stratégies de nation building par les femmes plus que pour elles reposent sur la perception que celles-ci représenteraient une force économique non négligeable, vecteur de croissance. C'est en tout cas une conviction forte d'Hillary Clinton et de son entourage qui soutient activement les programmes de USAID, que je citais un peu plus haut, et favorisant l'accès des femmes à l'emploi, au crédit, leur permettant de financer leurs propres entreprises. Hillary Clinton affiche également sa conviction qu'une participation plus active des femmes dans la vie économique et politique de leurs pays respectifs est un atout pour le respect des droits de l'homme et la promotion des processus de paix. Or, elle trouve, fait remarquable et inhabituel, un soutien auprès donc de certaines figures et décideurs de poids sur les questions de défense à la Maison-Blanche ou au Pentagone. Parmi ces figures, 2 femmes, Michelle Flournoy, alors sous-secrétaire d'État à la Défense, et l'amiral Sandy Winterfield, qui était vice-présidente du comité des chefs interarmés. Je vous rappelle que Hillary Clinton a aussi le soutien de Bob Gates, qui est alors à la tête donc, de la défense américaine. Le département d'État crée alors un bureau spécifique qui est dédié aux questions des femmes. Il renforce les stratégies de long terme et multiplie les programmes d'échange et le travail, ce qu'on appelle le travail de ciblage auprès de ces actrices du changement. Les ciblages se font selon les pratiques habituelles de la diplomatie culturelle traditionnelle, pratiques héritées de la guerre froide et qui n'ont rien de nouvel avec le Smart Power. Les jeunes femmes sélectionnées en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, mais aussi en Russie, se voient proposer des programmes d'échange spécifiques qui les amènent à passer du temps dit utile sur le territoire américain dans le cadre de voyages d'études où elles peuvent être reçues et formées notamment dans les entreprises fleurons de l'Internet telles que Google ou Facebook. 2 initiatives que je donnerai en exemple. Tout d'abord, l'initiative Tech Women, qui est, selon le département d'État, un exemple de réussite ou un exemple probant. Des femmes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, leaders dans les secteurs technologiques, collaborent avec leurs homologues américains dans des entreprises de premier plan. L'intérêt à long terme est évident. Cela permet de structurer une communauté qui, dans 10 ans, comprendra près de 400 membres influents. De même, Tech Girl, un autre programme du même type à destination des jeunes filles d'Afrique et du Moyen-Orient, contribue à améliorer sensiblement l'image à court et long terme des États-Unis auprès des citoyens de ces pays, selon le département d'État. L'ensemble de ces stratégies du soft power participerait à l'élaboration d'une nouvelle image de la puissance américaine, celle d'une hégémonie plus discrète, celle donc et qui irait de pair avec donc les stratégies de light footprint mises en avant par le département de la Défense. Or, il y a bien évidemment un certain nombre de limites à ces velléités d'engagement, à ces guerres, avec le retour des guerres d'influence et une militarisation beaucoup plus marquée du soft power face à des défis récurrents qu'est le défi djihadiste et sécuritaire, plus particulièrement. De facto, et plus particulièrement sur le terrain de la lutte antiterroriste, les stratégies traditionnelles du soft power, diplomatiques ou digitales, sont empêchées, entravées par la réalité des combats. Dès lors, paradoxe ou juste retour des choses, dans ce qui est aussi et surtout une guerre psychologique, la diplomatie publique, jusqu'alors présentée comme un atout du soft power pour participer efficacement à la lutte antiterroriste, est amenée à rejoindre des opérations clandestines et à contribuer aux stratégies du hard power, comme au XXe siècle. Alors que sur le territoire national, le retour de la contre-propagande devenue cyberpropagande s'impose comme une des réponses possibles au djihadisme et au e-djihad. Cette forme de contre-offensive ne connaît pas de frontières matérielles ou digitales et paraît indispensable à la lutte contre la détérioration toujours plus grande de l'image des États-Unis à l'étranger. Alors quand le président Obama prend ses fonctions
En janvier 2009, le conseiller du président pour la lutte antiterroriste, qui était John Brennan, souhaitait vivement abandonner le vocable de guerre, je cite, contre le terrorisme mondial hérité de l'ère Bush, qui laissait à penser que les États-Unis étaient en conflit avec le monde entier. Donc Hillary Clinton, ministre des Affaires étrangères, ne l'emploie donc pas, et Barack Obama, notamment dans ses premiers discours à l'étranger, dont le plus emblématique, je l'ai rappelé, en matière de soft power, est indubitablement le discours du Caire, se garde bien de reprendre le mot guerre. Toujours est-il que ces considérations sémantiques n'empêchent pas la réalité des actes de guerre engagés par les États-Unis à l'encontre des groupes terroristes djihadistes depuis 2009. Le président nouvellement élu, qui tente de marquer une rupture avec les années Bush en entretenant durant les premiers mois de son mandat une image du président du soft power auprès des populations arabo-musulmanes, ne tarde pas à décupler l'arsenal de lutte antiterroriste hérité de son prédécesseur. Et au cours de son second mandat, l'administration Obama, confrontée à une escalade de violences terroristes à l'encontre de ses ressortissants, va militariser les outils de la diplomatie publique, en ayant recours au soutien de plusieurs cellules spécialisées au sein du département de la Défense, si bien qu'une nouvelle fois, les activités de propagande, d'information ou de diplomatie publique vont être désignées de manière interchangeable. Dès lors, Barack Obama aurait non seulement échoué à incarner le président iconique du soft power, mais en serait en quelque sorte devenu le fossoyeur. À partir de 2011, en matière de diplomatie publique, c'est en effet plus que jamais une guerre des mots et des images que mène l'administration Obama pour tenter non plus de conquérir, mais du moins d'apaiser les cœurs et les esprits. Dans cette lutte dématérialisée, digitalisée, la frontière entre les outils du hard et du soft power, entre le département de la Défense et le département d'État, donc cette frontière est particulièrement ténue. Et ce, d'autant plus que, dans les faits, le travail interagence, le travail entre les agences du département d'État et du département de la Défense n'a fait que se renforcer et que les activités de diplomatie publique sont désormais soumises à plusieurs commissions constituées aussi bien de militaires que de diplomates. Sur le plan sémantique tout d'abord, la communication stratégique est devenue un terme fourre-tout qui désigne à la fois les programmes d'information ou d'engagement, plus large. Le département de la Défense soutient en effet plus particulièrement depuis 2011 les activités de la diplomatie publique sous le nom de ce qu'on appelle le DSPD dans le jargon, c'est le Defense Support to Public Diplomacy. Il s'agit notamment de sécuriser l'utilisation des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour les diplomates ou les militaires qui en ont besoin pour pratiquer la real-time diplomacy ou la diplomatie en temps réel ou diffuser leurs messages promotionnels et qui s'exposent au risque de cyberattaque. Alors que le département d'État abrite un sous-secrétariat d'État à la diplomatie publique et aux affaires publiques, distinction qui voudrait que son responsable, le responsable des relations publiques, s'adresse aux populations locales et que les agents de la diplomatie publique de terrain fassent la promotion de l'intérêt national américain au travers d'activités dites de compréhension, d'engagement, d'information et d'influence, en favorisant, je cite, la compréhension mutuelle entre les peuples, le département de la Défense, quant à lui, relance les PSYOP, les opérations psychologiques, donc on est bien dans un retour à un vocable de guerre, voire de guerre froide, qui englobe aussi bien les activités du département d'État que ceux de la Défense. Cette intrusion des opérations de défense dans les prérogatives de la diplomatie publique n'est pas sans susciter, bien entendu, critiques et méfiances. Les détracteurs de ces pratiques mettent en cause la perte de légitimité et de crédibilité de ces opérations auprès des publics visés. La diplomatie publique hybride, participant à la fois des stratégies diplomatiques et militaires, se voit sur d'autres théâtres également, les programmes d'aide au développement qui viennent en soutien à certaines opérations militaires. L'administration Bush, en particulier sur le continent africain, en avait perçu très tôt la nécessité en renforçant donc ces programmes d'aide au développement et en augmentant les budgets dédiés à la coopération avec des partenaires des États-Unis, comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria ou l'Éthiopie. Ces pays-là devaient constituer de véritables points d'appui, notamment pour la lutte antiterroriste, ce que l'on appelle les anchor countries sur le continent africain. Or, le recours à ces stratégies qualifiées de Smart US Foreign Assistance s'est accru pendant le premier et le second mandat de Barack Obama. Cette stratégie visant à mêler actions d'aide au développement et questions de sécurité est représentée sur le continent essentiellement, donc, encore une fois, par les actions conjointes de USAID et de l'AFRICOM, du commandement armé donc américain, qui est positionné à Camp-Lemonnier.
Cependant, au vu des derniers développements, on peut s'interroger sur la pérennité de ces stratégies sur certains théâtres qui ne laissent que peu de marge de manœuvre aux soft tools et aux soft strategies. Au Proche-Orient en particulier, les échecs stratégiques de la lutte antiterroriste du retrait d'Irak à l'émergence de l'État islamique en Irak et au Levant limitent toutes les velléités d'engagement qui ont tenté en vain de préserver les initiatives diplomatiques ou soft strategy les initiatives diplomatiques ou soft strategy américaines dans la région. Jusqu'en 2011, et tant qu'Hillary Clinton dirige le département d'État, Barack Obama privilégie l'engagement en Syrie et les outils traditionnels de la diplomatie publique, en nommant notamment l'ambassadeur Robert Ford, qui est sur le terrain entre 2010 et 2014, en intensifiant également des offres de programmes d'échange pour la jeunesse, le soutien aux femmes identifiées comme de possibles leaders d'opinion. Mais tous ces efforts, pour tenter de maintenir des relations diplomatiques relativement restreintes avec la Syrie, s'effondrent avec l'insurrection de 2011 et bien entendu avec les violentes manifestations d'anti-américanisme qui l'accompagnent. La plupart des activités des agents de terrain sont alors totalement remises en question puisqu'à l'évidence, il leur est devenu impossible de pratiquer la people-to-people diplomacy, la diplomatie vers les gens, et d'opérer ce fameux pivot vers les gens appelé donc de ses voeux par Hillary Clinton et sa proche conseillère Anne-Marie Slaughter. Il en est de même évidemment en Libye, après l'attentat contre l'ambassade américaine de Benghazi en 2012, et à mesure que les groupes terroristes en Irak et au Levant multiplient leurs actions d'embrigadement et de recrutement auprès des populations civiles. L'administration Obama favorise le problem solving et les réponses militaires. Le soft power devient alors, dans les États concernés par les conflits, synonyme d'isolement plus que d'engagement. Or, les conséquences pour les États-Unis de la montée en puissance de l'État islamique se manifestent de manière brutale et médiatique avec la décapitation des otages James Foley, Stephen Sotloff et Peter Kassing en septembre 2014. Une atteinte directe à l'image de la puissance américaine. Nous vous poursuivrons jusqu'aux portes de l'enfer, menace alors le vice-président Joe Biden, qui exprime ainsi sa détermination toute jacksonienne à éradiquer la menace terroriste en Irak et au Levant. Le vice-président des États-Unis formalise alors le changement majeur de la teneur du débat public sur le terrorisme aux États-Unis et cristallise aux yeux de ses concitoyens comme du reste du monde l'image et la rhétorique d'un exécutif américain en guerre qui ne laisse de facto que peu de place au soft power. Dès lors, aux prises avec ses propres contradictions, le président américain semble avoir mis de côté les promesses de rééquilibrage des outils de la puissance, notamment au Moyen-Orient, résumées dans la formule « engage where we must, disengage where we can », engageons-nous où nous le devons, désengageons-nous quand nous le pouvons, qui suggérait une volonté de ne plus traiter tous les problèmes par l'outil militaire. Alors qu'il paraît urgent de repenser les modalités de l'engagement américain auprès des populations civiles au Moyen-Orient, comme le soutiennent Joe Nye ou l'ex-ambassadeur en Syrie Robert Ford, qui sont en désaccord avec la stratégie de la Maison-Blanche de recrutement de rebelles au détriment du maintien d'une présence civile. Alors, j'arriverai à certains éléments de conclusion et puis je pense qu'on ouvrira le débat sur la transition de ces pratiques avec la transition possible avec la nouvelle administration qui se met en place progressivement à Washington. Alors, quelles alternatives au déclin pour le soft power américain ? Rentre-t-on dans une forme d'isolation ou y a-t-il encore des possibilités d'engagement ? Le département d'État de l'ère Obama, dans sa tentative de modernisation du soft power gouvernemental au service donc de ce que j'ai appelé le nation branding, a élaboré de nouvelles tentatives de coopération intelligente avec l'ensemble des partenaires des États-Unis, étatiques et privés, ainsi qu'une grande stratégie, le QDDR, à l'image de la revue stratégique quadriennale du Pentagone que l'on appelle le QDR. Il a également poursuivi le virage numérique emprunté à la fin des années Bush sur la modernisation des outils de la diplomatie publique américaine. Sur le terrain, cela s'est traduit concrètement par une coopération avec tous les différents acteurs de la sphère publique paragouvernementale, chefs d'entreprise, institutions, ONG, simples citoyens. Démarche qui devait placer les États-Unis à l'avant-garde d'une diplomatie 2.0. Mais si l'examen de ces entreprises d'engagement menées via la diplomatie publique, menée essentiellement par Hillary Clinton lors du premier mandat, aurait pu laisser penser à un soft power plus efficace, ces outils ont été remplacés progressivement ou absorbés par ceux du hard power, notamment avec la montée de la menace terroriste.
Il ne fait alors plus de doute que la diplomatie publique, désagrégée par les processus de balkanisation, de dématérialisation, voire d'ubérisation de la diplomatie, doit être transformée, redéfinie, pour demeurer un outil stratégique maîtrisé. C'est en tout cas l'état des réflexions qui sont menées dans l'ensemble des think tanks qui essaient de conseiller notamment les diplomates de terrain. De fait, il s'agira bien là d'une creative public diplomacy, une diplomatie créative dont devraient faire preuve pour faire face aux nouveaux défis posés par l'adversaire les diplomates de terrain, notamment sur les théâtres les plus inextricables, en Irak, en Syrie, en Libye, tout comme les diplomates au sein du département d'État. Dans les États ayant des relations diplomatiques limitées ou quasi inexistantes avec les États-Unis, où la diplomatie publique américaine n'est pas autorisée ou censurée par les autorités locales, les agents de terrain doivent redoubler d'ingéniosité pour coopérer avec des ONG locales, les acteurs paragouvernementaux, et d'essayer de faire cette people-to-people diplomacy, souvent en temps réel, par médias ou immédiats interposés, puisque de toute façon, comme je l'expliquais, ils sont souvent bunkérisés, enfermés dans des ambassades sans possibilité de contact direct avec les populations locales. La diplomatie publique américaine, manifestation du soft power gouvernemental, garante si ce n'est de la puissance, du moins de l'image de celle-ci, n'est certes pas morte sous Obama, comme se plaisent à le souligner ses détracteurs à Washington. Mais elle s'est dématérialisée, elle est devenue aussi protéiforme, en marge des protocoles diplomatiques. Elle repose plus que jamais sur les stratégies d'engagement des individus et des acteurs privés, ceux qui créent du soft power en réseau. Et ce sont ces acteurs privés, les ONG, mais aussi les acteurs permanents qui créent du soft power, comme les universités américaines, les grandes entreprises de la Silicon Valley, donc le GAFA, qui sont les garants de la pérennité du soft power américain et qui devront être à même de répondre aux défis posés par l'émergence ou la réémergence des soft power russes, iraniens ou chinois, qui sont devenus la principale menace pour l'image du leadership américain de l'ère post-Obama.